Avant de concevoir un projet, le zonage dicte ce qu'on peut ou pas réaliser. Comment est-ce que les règles de zonage influencent le développement immobilier d'un projet? Ben, les règlements de zonage en place, en vigueur sur n'importe quel terrain, sont pas toujours fixes dans le temps. C'est quelque chose qui peut se changer. Oups. On va reprendre ça, je pense. Désolée, ouais. Euh, Je le tassais comme toi t'as fait tantôt pour prendre mon verre d'eau. mais le micro est un peu trop. Non, faut être On va juste. juste. Ouais, c'est ça. On va voir. Ok, je vais la recommencer. C'est bon. Oui. Ou comme, continue avec ta question, dans le fond, il va garder ma partie. Ouais. Vas-y avec Ah oui, ta oui, c'est vrai. réponse. Ok, t'as échappé pendant. Ok, c'est bon. Oui, j'ai échappé pendant que tu parlais. C'est bon. Donc, oui, effectivement, le zonage a un impact pré-développement. Ce qu'on regarde toujours, c'est le zonage qui est présentement en vigueur, s'il y a une densification qui est possible, puis est-ce que le zonage répond aux besoins du marché, s'il y a un zonage qui est strictement commercial dans un quartier qui manque pas du tout de commerce, il y a plein de vacances dans les commerces existants, mais qui a un besoin criant de nouveaux logements abordables ou d'usines au niveau industriel. On essaye d'ajuster le zonage en conséquence avec la ville. On fait des demandes, puis on travaille avec des équipes d'urbanistes, architectes pour monter ces demandes-là. Puis une fois que le zonage est accepté, en fait, c'est juste ça vient augmenter de beaucoup la valeur du terrain. Donc, notre procédure, un peu comment on fonctionne habituellement, c'est dans les offres d'achat. Avant de faire une offre, on regarde c'est quoi le zonage qui est en place, mais ce qui est très important, c'est de s'assurer que dans la période de vérification diligente, on a le temps de se rendre à un avis favorable de la ville, du CCU de la ville, le comité consultatif d'urbanisme, pour dire on est, on est d'accord avec votre proposition de changement de zonage ou de densification. Puis, une fois qu'on a cet avis favorable-là, ben, la valeur du terrain, justement, vient nous donner plus d'équité dans le projet, puis vient faire en sorte qu'on a un effet de levier. Ça, c'est juste grâce au zonage, parce que si on achète un terrain à la juste valeur marchande, on fait pas de changement de zonage, on n'a pas nécessairement d'équité en partant, donc c'est un deal qui est peut-être moins intéressant, c'est pour ça qu'on... Puis, dans le fond, tu sais, tu parlais là, de la ville, tout le processus pour avoir la documentation. On parle de quoi en termes de temps? Ça peut prendre combien de temps, ce processus-là? Je sais que ça peut varier, mais Ouais, tu c'est sais, ça, une ça idée. dépend vraiment surtout des villes. Habituellement, si c'est un non catégorique, ça se fait assez rapidement. Pas besoin de passer à travers toutes les étapes là, du CCU, mais le temps de faire les plans d'implantation, c'est quelque chose de très préliminaire pour le CCU. Là. C'est pas les détails avec les ingénieurs et tout ça, mais un plan qui prend quelques semaines à faire. Après ça, on présente à la ville. Eux autres, ils ont des séances de CCU une fois par mois, mais encore là, ça dépend des villes. Après ça, un mois plus tard, c'est une séance conseil. Des fois, il y a des processus référendaires où est-ce qu'ils font des comités publics, où est-ce que les citoyens peuvent donner leur opinion sur le projet, s'ils sont favorables ou sinon. Donc, ça peut rarement être moins que plusieurs mois. Là. Ça peut aller à... Ça peut se compter en années, là, C'est pour si ça c'est qu'on remarque majeur. Là. souvent les chantiers en cours pendant des 1, 2, 3 ans. C'est parce que ce processus-là est Tu vois, assez la clôture ardu. de chantier a le temps d'éteindre au soleil à travers les années parce que justement, c'est en Exact. attente du permis, en attente de l'approbation. Tu vois, au centre-ville, il y a des anciens stationnements qui vont devenir des tours, mais tu sais, les démarches entre les deux, c'est non négligeable là, pour se rendre d'un zonage actuel à un permis pour ta nouvelle construction. C'est sûr qu'il y a un délai. Là. Puis, tantôt, tu as parlé un peu là, de. Tu as fait une petite référence à l'achat du terrain. On le sait que cette étape-là est assez critique. C'est quoi les éléments clés que toi, tu analyses dans le fond pour évaluer si un terrain va être réellement porteur pour un futur projet? Je vais commencer par en fait, revenir au point de zonage en lien avec l'achat de terrain, parce que justement, quand on dit on achète un terrain, puis que le vendeur ou le courtier qui représente le vendeur base son prix sur un zonage qui est projeté, qui est potentiel, ils vont dire, tu as le potentiel de faire 200 unités sur ce terrain-là, mais le zonage actuel, c'est 40.
ben nous autres, on va pas faire notre offre basée sur 200 sans les conditions qui nous permettent d'avoir la certitude. Donc, ce qu'on regarde, oui, c'est le zonage en vigueur, mais on regarde est-ce qu'on est en train de payer pour un zonage qui est potentiel, qui est projeté, mais qu'on n'a pas encore matérialisé. Donc, dans la période de vérification diligente, nous, des choses les plus importantes, c'est de se rendre à la réponse par rapport au zonage là, de la ville, un avis favorable. Puis ça, c'est la première chose qu'on regarde, je dirais, là, au niveau du zonage en vigueur. Ensuite, ben, il y a le quartier, la région, la municipalité. C'est sûr qu'on en parle souvent, là, justement, dans l'immobilier, location. Ben, c'est comment ça se traduit ça. C'est surtout que il y a certains quartiers qui sont en croissance. Il y a certains quartiers qui sont plus sur un plateau, là, où est-ce que ça stagne. Euh, un marché qui est mature, mais il y a des marchés en forte croissance parce qu'évidemment, c'est ça qu'on regarde, puis il y a de la latence, il y a beaucoup de migration nette vers une municipalité où est-ce qu'eux ont besoin de plus de logements, ont besoin de se loger parce qu'il y a peut-être une nouvelle usine qui a ouvert, il y a des commerces, il y a, on en voit des fois, là, on a vu que ce soit à Northfolk ou on a vu ça sur la rive sud, par exemple à Valleyfield, où il y a un nouveau quartier industriel ou peu importe c'est où. Quand tu as un nouveau quartier industriel, les logements doivent suivre. Donc, on regarde cette croissance-là puis le potentiel de croissance d'un quartier. Est-ce que c'est plus facile de développer justement dans un quartier où le besoin est là ou pas du tout, ça change rien au niveau du processus plus technique de la chose? Au niveau du processus technique, ça change pas grand-chose, mais c'est sûr que ce qu'on fait, ça change énormément au niveau de notre approche, par exemple. Nous, on va être intéressés vers les marchés qui sont où est-ce que l'offre répond pas à la demande du tout. Besoin de logement, d'industrie ou peu importe. C'est là où est-ce qu'on vient, puis on regarde, OK, comment on peut densifier, comment on peut répondre aux besoins du marché. On fait des études de marché pour voir comment on se compare aux autres ventes. Puis ensuite, ben, c'est la démographie. Donc, l'analyse du marché actuel, la démographie, c'est qui nos clients potentiels. Est-ce que c'est des étudiants, des familles? Est-ce que c'est des travailleurs? C'est quoi leur revenu médian? Est-ce qu'on s'adresse à une clientèle qui va plus répondre à un produit qui est entrée de gamme? Ou est-ce qu'on est plus dans du condo ou du locatif de luxe? C'est sûr que l'étude de marché, on en fait faire par des firmes externes, mais on fait aussi nos propres devoirs à l'interne pour être sûr que ce qu'on va proposer comme produit ou ce qu'on va aller chercher comme permis, puis ce qu'on va matérialiser a un bon match avec la demande, puis on est à l'écoute justement là, des clients potentiels au niveau de c'est quoi qu'ils veulent, c'est quoi leurs moyens. Bien, si je peux partir un peu aussi là-dessus, tu as dit, tu sais, la densification. On le sait, en ce moment, la densification, c'est ça. C'est sur quoi on mise souvent. Mais au niveau du locataire, expérience locataire, on le sait, ça peut être moins évident. Les unités sont plus petites. Comment est-ce qu'un promoteur, un développeur immobilier, un constructeur peut remédier justement à ça? De quelle façon est-ce qu'il peut, autant densifier, mais proposer un style de vie qui peut encore plaire aux locataires? C'est sûr que comment on fonctionne avec ça, lorsque c'est des unités plus petites, à base, il faut revenir en arrière un peu. Puis si un projet se matérialise avec des très petits logements, ça veut dire que notre étude de marché nous a indiqué que c'était le bottom line qui comptait le plus pour cette clientèle-là. Ça veut dire que c'est des gens qui sont plus sensibles au prix seulement, puis qui vont pas nécessairement demander beaucoup plus. Ils veulent payer 1 500 $ par mois pour leur 4,5, ben, ils vont pas aller au-dessus de ça parce que c'est le budget qui dicte. Cependant, nous, avec les enjeux des coûts de construction et tout ça, ben, on va faire un 4,5 par exemple à 1 500 $, mais il va être un peu plus petit que peut-être d'autres projets dans d'autres régions où est-ce qu'il y a un peu plus de moyens. Puis, ce qu'on fait avec ça, c'est les lieux communs dans les projets. On s'assure qu'on est proche de peut-être des parcs, des écoles, des centres sportifs, puis les lieux communs à même le projet, évidemment, là, que ce soit piscine, gym, chalet urbain, salle communautaire, salle de jeu. Optimiser, dans le fond, l'environnement et les aires communes du projet pour créer un équilibre entre le fait que, bon, s'ils n'ont pas tout dans leurs unités, bien, ils peuvent retrouver ce qui manque ailleurs, au sein du projet et dans son environnement. Exact. C'est sûr qu'il y a
un autre parallèle à faire avec tu sais, pré-développement, l'achat du terrain, c'est quoi le potentiel d'un certain développement, c'est la compétition. Évidemment, ça va sans dire, sauf que des fois, la compétition, c'est... On veut pas arriver avec un produit que c'est saturé. S'il y a déjà beaucoup de condos abordables, de logements, d'appartements abordables dans un certain quartier ou une municipalité, ben, on va pas nécessairement arriver avec un produit similaire s'il y a beaucoup de latence, pas de latence, c'est-à-dire, mais De vacances. de vacances, c'est ça, dans ces projets-là. Donc, on va essayer d'amener quelque chose qui se différencie, mais quelque chose qui est complémentaire à nos compétiteurs. Si on arrive dans un coin où est-ce qu'il n'y a aucune compétition, c'est peut-être indicateur qu'il n'y a personne là. C'est pour une bonne raison, mais si c'est justement c'est saturé, c'est un marché qui est mature, déjà beaucoup de densité, c'est peut-être pas là qu'il y a les meilleures opportunités parce qu'évidemment, on va payer plus cher du terrain. Parfait. Puis, dans le contexte économique actuel, il y a plusieurs promoteurs qui attendent avant de commencer leur construction, avant de signer. C'est quoi, selon toi, les risques liés à cette décision-là, autant en termes de délai, de rentabilité, de coût, le fait de se dire, c'est quoi, je vais attendre, c'est pas le moment. Il y a quand même des risques. C'est sûr qu'il y a des risques, il y a des avantages aussi. Donc, faut considérer que lorsque tu achètes un terrain, le temps que tu vas prendre pour construire va impacter ton taux de rendement interne. Donc, il y a certains cas où est-ce que tu veux pas nécessairement attendre, tu as le zonage en place, la demande est là, tu fais ton étude de marché, il y a les opportunités, il y a tous les astres qui sont alignés pour juste partir. Les coûts sont pas dans le plafond, c'est un bon timing. Ben, le timing a beaucoup à faire avec ton risque. Si c'est un bon timing, tu y vas, mais il y a des frais de détention entre-temps. Les frais de détention, c'est si tu as un prêt sur ton terrain, ben, tu payes les intérêts, tu payes la taxe de bienvenue, s'il y a un frais de lotissement. Donc, il y a tous ces frais-là à l'acquisition du terrain que plus tu attends, plus ça coûte cher. Puis, si tu n'as pas de prêt sur ton terrain, c'est du capital mobilisé sur lequel tu ne fais pas d'argent entre-temps. Donc, il y a des risques à ce niveau-là. Puis il y a des risques aussi de l'inflation des coûts de construction. Si tu ne construis pas tout de suite, ben peut-être que les prix vont exploser. Finalement, tu vas te dire, j'aurais donc dû commencer l'année passée quand je pouvais. Après ça, les avantages d'attendre, c'est que des fois, il y a des villes qui travaillent sur des plans d'aménagement ou des plans d'urbanisme qui prennent longtemps avant de sortir, puis de changer le zonage, en fait. Là. C'est quand les villes travaillent là-dessus, c'est qu'ils viennent dire, voici notre plan pour tel quartier. Il va y avoir des commerces, il va y avoir de la haute densité là en résidentiel, il va y avoir un parc là. Ben, ça peut arriver sur un terrain que lorsque tu as acheté, tu savais qu'il y avait ces discussions-là qui s'en venaient, mais tu l'as acheté avant que ça sorte. Donc, c'est là où est-ce que tu peux attendre un peu si tu peux te le permettre. Tu attends que ça sorte. Ces nouveaux plans d'aménagement-là, les plans d'urbanisme, puis tu viens augmenter la valeur de ton terrain. Avoir attendu, ça va te donner un effet de levier. Donc, quand tu commences le projet, tu as moins d'équité à mettre au début. Là, c'est sûr que oui, il y a des avantages, il y a des risques. Attendre avant de construire, dans certains contextes, c'est comme j'ai expliqué, ça peut être bon, ça peut être moins bon. C'est un risque que chaque personne, chaque développeur doive dealer avec. Il y a une chose, par exemple, qu'on n'aime pas attendre, on veut pas attendre, qu'on recommanderait jamais d'attendre, c'est l'achat de terrain parce que ça, c'est une ressource qui est finie. Si tu achètes ton terrain, c'est beau d'attendre pour construire ou de construire maintenant, mais le terrain, si l'opportunité... En fait, si le développement du terrain ou l'opportunité de développement du terrain vient après 2, 3 ans, ça se peut qu'il soit trop tard, puis le terrain va avoir été vendu. Donc, c'est toujours mieux lorsque tu as une opportunité d'acheter le terrain, puis que c'est à un bon prix, puis il y a des bonnes conditions qui sont liées à ça pour te protéger en tant que développeur. Je dirais, il ne faut jamais attendre.